Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans et je travaille comme chef de projet pour une entreprise de BTP de taille moyenne à Lyon. Mon emploi du temps est structuré et prévisible. Je quitte la maison à 6 heures chaque matin et je suis généralement de retour vers 17 heures. J'ai acheté ma maison de ville il y a 3 ans et je mène une vie assez routinière. La majeure partie de mon temps libre est consacrée à la salle de sport, à la préparation de mes repas pour la semaine et à voir un petit groupe d'amis le week-end. Je n'ai pas de dette en dehors de mon prêt immobilier et j'épargne régulièrement depuis 10 ans. Je ne suis pas impulsif avec l'argent ni avec les décisions importantes. Je préfère que les choses soient organisées et planifiées longtemps à l'avance. Je me suis fiancé l'année dernière avec Léa, 31 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans et elle s'est installée chez moi il y a 8 mois. Nous étions à 6 semaines du mariage quand tout s'est arrêté. Léa travaille dans le marketing pour une marque d'art de vivre. Son emploi du temps est moins prévisible que le mien et elle se nourrit de l'énergie sociale. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'appréciais cela chez elle. Elle était confiante, directe et à l'aise pour prendre les choses en main dans les contextes sociaux. Au fil du temps, cette confiance a commencé à se transformer en quelque chose de plus tranchant. Environ 1 an après le début de la relation, elle a commencé à présenter nos désaccords comme des tests de loyauté. De petits problèmes, comme le choix des amis avec qui passer les fêtes ou le montant de nos contributions respectives aux dépenses communes, s'envenimaient rapidement. Si je résistais, elle disait que je n'étais pas à la hauteur en tant que partenaire. Si j'acceptais, elle me rappelait plus tard qu'elle avait dû me guider vers la bonne décision. Quand nous nous sommes fiancés, la dynamique s'est intensifiée. La planification du mariage est devenue son projet, pas le nôtre. Elle a choisi le domaine, le photographe et la plupart des prestataires avant même que je n'ai vu les contrats. J'ai payé la majorité des acomptes parce que mon revenu était plus élevé. Elle justifiait cela en disant que le mariage signifiait de toute façon la mise en commun des ressources. Je ne m'opposais pas au fait de payer. Je m'opposais au ton employé. Chaque désaccord commençait à ressembler à une évaluation. Elle a commencé à utiliser des phrases sur les « dernières chances » et le fait de « s'affirmer ». Au début, je l'ai pris pour du stress lié aux préparatifs. Puis j'ai remarqué que c'était devenu sa méthode par défaut pour obtenir ma soumission. La première fois qu'elle a utilisé la phrase « c'est ta dernière chance », c'était pour quelque chose de mineur. Nous discutions de la liste des invités. Je voulais la limiter à 90 personnes parce que c'était ce que le contrat du domaine autorisait sans frais supplémentaires. Elle en avait déjà invité 120 avant que nous ne confirmions les chiffres avec l'organisatrice. Quand j'ai souligné la différence de coût, elle a dit que j'étais mesquin. J'ai expliqué que dépasser la capacité signifiait passer à des forfaits supérieurs et payer par tête. Je lui ai montré le tableau Excel que j'avais construit avec tous les acomptes et les soldes restants. Elle y a jeté à peine un coup d'œil. Elle a dit, « C'est ta dernière chance de me montrer que tu peux voir plus grand qu'un budget. » C'était dit calmement, presque nonchalamment, comme si elle me faisait passer un entretien d'évaluation. Je me souviens m'être senti plus confus qu'en colère. Je lui ai demandé ce que cela signifiait concrètement. Elle a répondu que si je voulais être son mari, je devais arrêter de me comporter comme un colocataire prudent. Je lui ai dit que le domaine limitait légalement le nombre de personnes. Ce n'était pas une opinion. C'était écrit dans le contrat. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je me cachais derrière de la paperasse. C'est devenu un schéma récurrent. Toute limite que je mentionnais était requalifiée en carence émotionnelle. Si je citais des chiffres, cela signifiait que je ne croyais pas en nous. Si je demandais une décision commune avant de signer quoi que ce soit, cela signifiait que j'étais indécis. Environ 3 semaines avant que tout ne s'arrête, elle a modifié le forfait du traiteur sans m'en parler. Je l'ai découvert parce que le responsable du traiteur nous a envoyé un email à tous les deux pour demander l'ajustement du solde. Le changement ajoutait près de 9 000 €. Je lui ai demandé pourquoi elle avait pris cette décision seule. Elle a répondu que le menu original avait l'air médiocre et embarrassant. Je lui ai rappelé que nous avions convenu de ce forfait ensemble. Elle a répondu qu'elle avait besoin d'un partenaire capable d'évoluer. C'est la première fois que j'ai sérieusement envisagé de reporter le mariage, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la facilité avec laquelle elle balayait nos décisions communes. J'ai commencé à documenter les dépenses et à garder des copies de chaque contrat. Pas pour m'en servir comme moyen de pression, juste pour y voir clair. La tension continuait de monter, mais rien n'avait encore explosé.
C'était plutôt comme un resserrement constant. Environ 2 semaines avant le mariage, son ton est passé de tranchant à ouvertement hostile. Cela ne ressemblait plus à du stress, mais à quelque chose de personnel. Un vendredi soir, nous examinions le plan de table sur le comptoir de la cuisine. J'ai suggéré de placer mes parents plus près du devant puisqu'ils contribuaient financièrement et qu'ils avaient tous les deux près de 70 ans. Elle a dit que les tables de devant étaient réservées aux personnes qui apportaient de l'énergie, pas à des gens qui resteraient assis tranquillement. Je lui ai dit que c'était déplacé. Elle a haussé les épaules et a dit que j'étais trop sensible. Puis elle a ajouté que si je ne pouvais pas supporter de petites critiques maintenant, le mariage allait m'écraser. Ce mot, écraser, revenait souvent. Elle l'utilisait pour me décrire chaque fois que je n'étais pas d'accord avec son rythme. Si je demandais une journée pour réfléchir à un gros achat, elle disait que je me paralysais sous la pression. Si j'hésitais à inviter des connaissances lointaines, elle disait que je manquais de vision. J'ai commencé à remarquer autre chose. Devant ses amis, elle présentait nos discussions comme si j'avais besoin d'être encouragé pour grandir. Elle disait des choses comme « Julien apprend à se détendre ». Cela semblait inoffensif, mais l'implication était constante, c'était moi qui devais rattraper mon retard. Un soir, après l'anniversaire d'une de ses amies, elle m'a dit en privé que plusieurs personnes avaient remarqué à quel point j'avais l'air sérieux. J'ai demandé qui précisément. Elle a dit que cela n'avait pas d'importance, que c'était l'impression générale. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par le fait de jouer un rôle pour satisfaire son cercle social. Elle a répondu que le mariage exigeait de l'adaptation. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. Je lui ai simplement dit que je n'allais pas modifier mon tempérament profond pour les apparences. Cette conversation s'est terminée par son silence pour le reste de la soirée. Le lendemain matin, elle était excessivement joyeuse, presque théâtrale. Elle a préparé le petit déjeuner et a agi comme si de rien n'était. Ce passage de la critique à une chaleur exagérée rendait plus difficile de discerner ce qui était réel. À ce stade, j'ai arrêté de discuter des projets à long terme au-delà du mariage. Je m'occupais de la logistique. Je gardais un ton neutre. Intérieurement, je commençais à me préparer à l'éventualité que le mariage n'ait pas lieu. La véritable escalade a commencé pour quelque chose de petit mais de révélateur. Nous examinions les paiements finaux pour le domaine. Le solde devait être réglé dans 5 jours. J'avais déjà transféré ma part sur notre compte commun dédié au mariage et j'attendais la sienne. Elle avait accepté de couvrir un pourcentage spécifique basé sur notre différence de revenus. Quand j'ai demandé si elle avait déjà transféré les fonds, elle a dit qu'elle était à court ce mois-là parce qu'elle avait réservé un week-end d'enterrement de vie de jeune fille qui avait dépassé le budget. J'ai demandé de combien. Elle a répondu de quelques milliers d'euros. Je lui ai dit que nous devions ajuster ailleurs pour rester dans ce que nous avions convenu. Elle a immédiatement détourné la conversation des chiffres. Elle a dit qu'un mari couvrirait cela sans en faire une transaction. Je lui ai rappelé que nous avions décidé de la répartition ensemble. Elle a dit que je faisais de la mesquinerie pour des centimes lors d'un événement unique dans une vie. C'est laquelle a utilisé la phrase à nouveau, mais de manière plus pointue. Elle a dit, c'est ta dernière chance de me montrer que tu es prêt à être un vrai partenaire. Je lui ai demandé ce qui se passerait si je ne remplissais pas le standard qu'elle avait en tête. Elle a dit qu'alors peut-être devrions-nous tout repenser. La façon dont elle l'a dit n'était pas émotionnelle. C'était procédural, comme si elle exposait des conséquences à l'avance. Je lui ai dit calmement que si elle voulait tout repenser, nous pouvions le faire maintenant au lieu d'attendre 5 jours avant l'échéance du paiement. Elle a eu l'air surprise que je ne panique pas. Elle a dit que j'étais dramatique. Je n'ai pas argumenté davantage. J'ai transféré le solde complet restant depuis mon épargne personnelle pour éviter de rompre le contrat. J'ai également contacté le domaine pour confirmer la politique d'annulation par écrit. L'acompte n'était pas remboursable, mais les paiements partiels au-delà de cela étaient soumis à des conditions selon le délai. Je ne lui ai pas dit que je m'étais renseigné. Cette nuit-là, elle a de nouveau agi normalement. Elle m'a montré des idées de décoration et a parlé des excursions pour la lune de miel. Le coup du lapin entre la menace et l'enthousiasme a rendu clair que le langage de l'ultimatum était stratégique, pas émotionnel. Pour la première fois, j'ai commencé à considérer les acomptes non pas comme des dépenses de mariage, mais comme des pertes sèches. La conversation finale a eu lieu un mardi soir, environ 4 semaines avant le mariage.
Je venais de rentrer du travail et je l'ai trouvé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il y avait des onglets ouverts sur son ordinateur portable pour des arrangements floraux plus luxueux. J'ai demandé si nous n'avions pas déjà validé ce prestataire. Elle a dit qu'elle explorait des options. Je lui ai rappelé que nous avions signé un contrat avec un fleuriste spécifique 2 mois auparavant. Elle a dit que le design original semblait trop classique et qu'elle voulait quelque chose qui marque les esprits. J'ai demandé combien coûterait la nouvelle proposition. Elle a dit environ 12 000 € de plus. Je lui ai dit que ce chiffre n'était pas raisonnable compte tenu de ce que nous avions déjà dépensé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement déclaré que je n'approuverais pas une autre augmentation majeure. Elle a fermé son ordinateur lentement et m'a regardé comme si j'avais échoué à un examen. Elle a dit, « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. C'est ta dernière chance. Soit tu commences à agir comme un homme capable de diriger avec confiance, soit je ne traverserai pas l'allée de l'église. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. C'était calculé et contrôlé. Elle s'attendait à ce que je réagisse avec urgence. Elle s'attendait à ce que je négocie. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Je lui ai demandé de clarifier ce que signifiait « agir comme un homme capable de diriger » en termes concrets. Elle a dit que cela signifiait ne pas remettre en question sa vision et la soutenir publiquement et en privé. Je lui ai dit que soutenir quelqu'un ne signifiait pas financer chaque impulsion sans discussion. Elle a dit que je l'embarrassais avec mes limitations. Ce mot, limitation, m'a frappé. J'ai pensé au schéma récurrent. Chaque désaccord requalifié en défaut de caractère. Chaque limite financière traitée comme de l'insécurité. Chaque pause étiquetée comme de la faiblesse. Alors j'ai répondu sans élever le ton, « Elle est à toi. » Elle a eu l'air confuse et a demandé ce que cela voulait dire. Je lui ai dit qu'elle pouvait avoir sa dernière chance. J'en avais fini d'être évalué. Elle m'a dévisagé, attendant la suite, pensant que j'allais faire marche arrière. Il n'y en a pas eu. Après que j'ai dit cela, elle a attendu que je m'explique. Comme je ne le faisais pas, elle a recommencé à expliquer ce qu'elle entendait par leadership, plus lentement cette fois, comme si je l'avais mal comprise. Je lui ai dit que j'avais parfaitement compris. Je lui ai aussi dit que la maison était à mon nom, que l'hypothèque était à mon nom, et que si elle reconsidérait le mariage sur la base de mon refus de financer plus d'extra, alors nous devrions nous séparer immédiatement au lieu de faire traîner les choses. Elle a ri au début. Elle pensait que je bluffais. Je suis monté à l'étage et j'ai pris 2 grands bacs de rangement dans le garage. Je suis redescendu et j'ai commencé à plier ses vêtements du placard de l'entrée dans l'un d'eux. C'est là qu'elle a réalisé que je ne discutais pas. Elle m'a suivi à l'étage et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'emballais ses affaires essentielles pour qu'elle puisse aller chez sa sœur ou une amie. J'ai dit que nous pourrions convenir d'un moment plus tard dans la semaine pour qu'elle récupère le reste de ses biens. Je gardais un ton égal. Je ne me précipitais pas et je ne jetais rien. Elle a dit que je ne pouvais pas simplement la mettre dehors. Je lui ai rappelé qu'elle n'avait pas contribué à l'hypothèque et que nous n'avions pas de contrat de location. Je lui ai aussi dit que je lui laissais jusqu'à la fin de la semaine pour déménager le reste, mais qu'elle ne dormirait plus ici. Elle a changé de tactique rapidement. Elle a dit que je surréagissais et que les couples se disputaient tout le temps avant les mariages. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une dispute. Il s'agissait d'ultimatums répétés. Elle est restée dans l'encadrement de la porte pendant que j'emballais ses produits de toilette, ses chaussures et son ordinateur. Je n'ai touché à rien de fragile ou de personnel au-delà de ce dont elle aurait besoin immédiatement. Quand j'ai descendu le premier bac, elle a fini par demander si j'annulais sérieusement le mariage. J'ai répondu que oui. Il n'y a pas eu de cri, juste un long silence dans le salon où notre plan de table était encore étalé sur la table basse. Puis j'ai pris mon téléphone et je suis sorti pour passer le premier appel. Le premier appel a été pour l'organisatrice du domaine. Je suis allé dans l'allée et je lui ai dit que nous devions annuler l'événement prévu le mois prochain. Elle a semblé surprise mais est restée professionnelle. Elle m'a expliqué les délais et a confirmé quelle part des paiements récents pouvait faire l'objet d'un remboursement partiel selon les termes du contrat. L'acompte initial n'était pas remboursable. Les paiements supplémentaires effectués au cours de la semaine dernière étaient éligibles à un retour partiel si un avis écrit était envoyé le jour même. J'ai envoyé l'email d'annulation tout en étant encore au téléphone pour qu'il y ait un horodatage. Quand je suis retourné à l'intérieur, Léa faisait les 100 pas.
Elle a demandé qui j'avais appelé. Je lui ai dit que c'était le domaine. Elle m'a fixé pendant quelques secondes et a dit que j'allais regretter d'avoir agi de manière impulsive. Je n'ai pas débattu sur l'impulsivité de la chose. Je lui ai simplement dit qu'une fois que les ultimatums entrent dans une relation comme moyen de pression, la structure change. Je n'étais pas intéressé à négocier sous la menace. Elle a encore changé de ton, disant que nous pourrions prendre quelques jours pour nous calmer et tout revoir. Je lui ai dit que j'avais déjà pris ma décision et que l'avis d'annulation avait été envoyé. C'est alors qu'elle a commencé à m'accuser de l'humilier. Elle a dit que les gens penseraient qu'elle avait été abandonnée. J'ai répondu que les gens pouvaient penser ce qu'ils voulaient, mais que nous n'allions pas plus loin. Elle a posé des questions sur l'argent. Je lui ai dit que tous les montants remboursables reviendraient sur mon compte personnel puisque la majorité des paiements provenaient de là. J'ai aussi ajouté que je fournirais les documents pour plus de transparence. Elle a qualifié cela de mesquin. Pendant qu'elle parlait, j'ai envoyé un email au traiteur et au photographe. Les deux avaient des contrats structurés avec des clauses de remboursement partiel basées sur la période de préavis. J'étais dans les temps pour récupérer une partie de la somme, mais pas tout. Léa m'a regardé envoyer les messages et a dit que j'étais en train de tout démanteler en temps réel. J'ai répondu que c'était exact. Au moment où j'ai terminé le 3e email d'annulation, elle avait arrêté de discuter et commençait à appeler sa sœur. Elle lui a dit qu'elle aurait peut-être besoin d'un endroit où loger pour quelques jours. Je suis remonté et j'ai continué à emballer. Elle est restée au téléphone avec sa sœur pendant environ 15 minutes. J'en entendais des bribes depuis l'étage. Le ton était contrôlé au début, puis plus vif. Elle n'arrêtait pas de dire « il est extrême et il surréagit ». J'ai continué à emballer méthodiquement. J'ai séparé ce dont elle aurait besoin immédiatement de ce qui pouvait attendre. J'ai placé ses documents, sa boîte à bijoux et son matériel électronique dans un contenant plus petit et je l'ai gardé près de la porte d'entrée pour que rien d'important ne soit perdu lors de la transition. Quand je suis redescendu, elle a terminé l'appel et a demandé si j'allais vraiment laisser quelques disputes effacer 2 ans de vie commune. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de quelques disputes. Il s'agissait d'un schéma consistant à présenter chaque désaccord comme un test que j'étais censé réussir. Elle a dit que je déformais les choses. Je lui ai répondu que je réagissais à ce qu'elle disait directement. Dernière chance signifie que la relation est conditionnée à la soumission. Je ne suis pas intéressé par un engagement conditionnel. Elle a dit que la plupart des femmes s'attendaient à ce que leurs fiancés s'investissent financièrement avant le mariage. Je lui ai rappelé que j'avais couvert la majorité des frais du mariage et l'hypothèque pendant qu'elle vivait ici. Je ne refusais pas mes responsabilités. Je refusais l'escalade sans accord mutuel. Son ton a encore changé. Elle a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai dit non. Il n'y avait pas de scandale, pas de secret, juste une limite franchie. Vers 21h ce soir-là, sa sœur s'est garée dans l'allée. Léa a fait une valise avec des vêtements pour la semaine. J'ai porté les 2 bacs de rangement jusqu'à la voiture de sa sœur. Il n'y a pas eu de cri devant elle. Avant de monter dans la voiture, elle a dit « Tu fais une erreur que tu ne pourras pas réparer ». J'ai répondu que c'était peut-être vrai, mais que se marier sous la pression d'un ultimatum serait encore plus difficile à réparer. Elle n'a pas répondu. Elle est montée côté passager et elles sont parties. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné à l'intérieur. La maison était calme d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. J'ai dormi toute la nuit d'une traite. Le lendemain matin, j'ai contacté tous les prestataires restants avant d'aller travailler. Le fleuriste a gardé la compte de réservation mais a annulé la facture du solde. Le DJ a remboursé la moitié en vertu de la clause des 30 jours. Les billets d'avion pour la lune de miel étaient partiellement remboursables parce que j'avais réservé des tarifs flexibles. J'ai annulé l'hôtel complètement et j'ai reçu la confirmation en quelques heures. À la fin de la journée, j'avais un tableau Excel avec les pertes confirmées et les retours confirmés. Ce n'était pas insignifiant, mais c'était gérable. La majorité des fonds récupérés est retournée sur mon compte d'épargne. J'en ai redirigé une partie vers un fonds indiciel sur lequel je voulais augmenter mes contributions depuis longtemps. Léa m'a envoyé un SMS en milieu d'après-midi pour demander si nous pouvions nous voir pour parler en privé. Je lui ai dit que nous pourrions nous parler par téléphone le soir même. Je ne voulais pas d'une discussion prolongée en personne dans la maison. Quand nous avons parlé, son ton était plus calme. Elle a dit qu'elle s'était sentie prise au dépourvu.
Je lui ai rappelé que des ultimatums répétés ne sont pas des déclarations neutres. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que je partirais vraiment. J'ai répondu que cette supposition faisait partie du problème. Elle a demandé s'il y avait un scénario où nous pourrions encore nous marier plus tard dans l'année. J'ai dit non, pas parce que j'étais en colère, mais parce que les fondations avaient bougé. Je n'avais plus confiance dans le fait que les désaccords ne se transformeraient pas à nouveau en test de performance. Elle m'a accusé de la punir pour avoir des exigences. Je lui ai dit que les exigences étaient acceptables, mais que les menaces liées à l'obéissance étaient différentes. L'appel a duré 12 minutes. Il n'y a pas eu de cri. Quand il s'est terminé, elle a dit qu'elle organiserait un moment pour récupérer le reste de ses affaires ce week-end-là. Ce samedi-là, elle est venue avec sa sœur et 2 grandes valises. Je suis resté dans le salon pendant qu'elles emballaient les vêtements restants et les objets de décoration qu'elle avait achetés. Je lui ai remis le petit contenant avec ses documents et ses bijoux. Je lui ai demandé de confirmer qu'elle avait tout ce qui était important. Elle ne m'a pas beaucoup regardé en partant. Il n'y a pas eu d'échange final dramatique. Une fois la porte fermée derrière elle, j'ai changé le code du garage et mis à jour l'accès de la serrure connectée. La date du mariage est passée tranquillement sur mon calendrier le mois suivant. La date initiale était un samedi au début du printemps. J'avais pris une semaine de congé des mois auparavant, alors j'ai gardé ce temps libre au lieu de l'annuler. J'ai utilisé les 2 premiers jours pour repeindre la chambre d'amis et réorganiser le bureau. La plupart de ces choix de décoration avaient déjà été emballés et retirés, de sorte que l'espace semblait à nouveau neutre. Le jour même du mariage, j'ai conduit vers le nord pour un court voyage en solo. Rien de spectaculaire, juste un chalet de location dans les Alpes où je pouvais faire de la randonnée le matin et revoir ma planification financière à long terme sans interruption. J'avais apporté mon ordinateur et j'ai finalisé une augmentation de mes cotisations de retraite en utilisant une partie de l'argent remboursé. Le reste est resté en épargne comme réserve de sécurité. Quelques amis communs m'ont envoyé des messages pour demander ce qui s'était passé. J'ai gardé l'explication brève, nous avions des attentes différentes concernant notre partenariat et nous avions décidé de ne pas aller plus loin. Je n'ai pas fourni de détails ni invité au débat. Léa a envoyé un dernier message environ 2 semaines plus tard. Elle a écrit qu'elle espérait que je trouverais quelqu'un qui serait moins intimidé par l'ambition. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucune raison pratique de poursuivre l'échange. Depuis lors, la vie a repris son rythme antérieur. Le travail est stable. La maison est calme. Mes dépenses sont de nouveau prévisibles. Il n'y a plus d'évaluations attachées aux décisions de routine. Annuler le mariage a coûté de l'argent et a nécessité quelques conversations inconfortables, mais cela n'a pas coûté ma stabilité. Avec le recul, l'ultimatum n'était pas le problème en soi. Le problème était qu'il visait à obtenir ma soumission. Quand elle a dit « c'est ta dernière chance », elle s'attendait à de l'urgence. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une décision. Il n'y a pas eu de scène au domaine, juste un contrat annulé et une date vide sur le calendrier.